Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai le grand plaisir de continuer ces entretiens qui seront nombreux, hein, parce que j'aime beaucoup débattre avec lui, avec Loïc Chéniaud, que j'ai eu l'honneur d'éditer, dont j'ai eu l'honneur d'éditer un livre, mais là aussi, il va y avoir, ça va continuer. Son livre s'appelle Pourquoi je suis communiste. Et la dernière fois, nous avions parlé de la notion même de débat. Là, on va parler de l'enseignement puisque j'ai vu une de ces vidéos toujours fracassantes, là, qui 40 minutes, c'est pourquoi je quitte l'enseignement. Et bon, ça fait évidemment référence à un vécu, à un parcours, à un ressenti. On va lui demander exactement, enfin, demander un peu de préciser sa vision des choses, mais je crois qu'il y a une situation générale qu'il évoquait. Voilà, si je me souviens bien, c'est le nombre de démissions a été, dans l'éducation nationale a été multiplié par 4 en 10 ans. Je te demandais peut-être de vérifier si tu le voyais sur un article de RTL. Donc, a priori, il n'y a pas de raison d'avoir manipulé les chiffres. C'est gravissime. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'enseignement? Moi, j'avoue que je n'ai pas de position a priori. Moi, je ne fais pas partie du corps enseignant du tout. Je suis éditeur, mais évidemment, je suis confronté presque par mes amitiés, par mes contacts avec beaucoup de professeurs. Par exemple, j'envoie une vidéo que j'ai faite avec Jean-François Dejour, qui est professeur de philosophie. Georges Gastaud, ce professeur de philosophie, là, il était en émérite, enfin, il était en retraite. Mais bon, voilà, je n'ignore pas les problèmes de l'éducation nationale, surtout depuis la réforme Blanquer, notamment. Et donc, j'aimerais tout simplement comprendre ce qui se passe. Et je te repasse la parole, et pour longtemps, d'ailleurs, parce que je me rends compte que sur la vidéo précédente, je t'ai beaucoup trop interrompu. Et voilà, mais on va apprendre à parler, à discuter. Je crois que les nouveaux moyens, finalement, moi, je crois vraiment que ces nouveaux moyens de débat à l'autre bout de la France vont nous permettre de faire des choses beaucoup plus intéressantes sur Internet. Je trouve toujours intéressant, de toute façon, de pouvoir échanger sous forme vidéo plutôt que de se filmer soi-même devant sa chaise. Euh, je crois que c'est très fécond politiquement, mais encore faut-il laisser parler. Je vais te laisser parler, mais ne serait-ce que parce que de toute façon, j'aimerais comprendre ce qui se passe. Voilà. Pourquoi, où est-ce qu'on en a? Et parce que d'une certaine manière, et voilà, je te laisse parler après, d'une certaine manière, les professeurs parlent toujours de baisse du niveau. J'ai entendu ça toute ma vie, j'en ai eu dans ma famille. C'est classique, ça fait partie presque une déformation professionnelle de parler de baisse du niveau. Et je sens bien qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave, qui est lié quand même au pourrissement du système, du capitalisme. Et voilà, promis, là je te laisse la parole. Vas-y Loïc, et merci. Oui, alors merci Emery qui a effectivement beaucoup de choses à dire. J'en dis beaucoup dans la vidéo que tu as indiquée et que peut-être d'ailleurs pas mal de personnes auront vu au moment où ils nous écouteront, mais c'est ça qui est intéressant justement, ça va permettre de rebondir. Tu as voulu qu'on fasse cet échange aussi parce que tu avais a priori quelques objections et c'est ça qui m'intéresse. Alors, premier correctif que j'aimerais faire parce qu'il est important et je le fais dans la vidéo. Tu as dit que ma vidéo s'appelait Pourquoi je quitte l'enseignement. Or, ma vidéo s'appelle bien Pourquoi je Non, quitte. l'éducation nationale, oui, pardon. Oui. Bah non, parce que tu restes dans l'enseignement, voilà. Ouais. Et c'est très important parce que justement, quitter l'éducation nationale, c'est peut-être aussi pour moi pouvoir réenseigner, j'ai envie de dire. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais ce que je voudrais sous-entendre par là, c'est le fait, encore une fois, quitter l'éducation nationale, c'est aussi parce que c'est une institution au sein de laquelle, à l'heure actuelle, l'enseignement n'est plus permis et il n'est plus permis pour des tas de raisons que là aussi j'énumère dans la vidéo. Il y en aurait encore certainement d'autres, mais et qui sont des raisons qui sont directement liées. Tu parlais de la réforme Blanquer, alors qui est vraiment la chape de plomb finale, si l'on peut dire, qui vient mettre un terme à un processus de longue dégradation. Mais du coup, c'est bien ça qui est en jeu, c'est toute cette logique institutionnelle. Or, très souvent, on réduit le fait de ne pas pouvoir enseigner, par exemple, au fait d'avoir certains élèves plutôt que d'autres, au fait de devoir être en banlieue, etc. Je me permets tout de suite cette petite parenthèse, d'ailleurs, parce elle est intéressante à mon sens et elle nous permet de voir que les problèmes sont bien à un autre niveau. Dans les commentaires de la vidéo, hein, comme la vidéo a fait quand même plus de 300 000 vues, bon, il y avait beaucoup évidemment de partisans d'Éric Zemmour, puisque la période s'y prête, qui me disaient c'est intéressant ce que vous dites, mais vous n'allez pas assez loin, c'est-à-dire vous ne parlez pas en fait du vrai problème qui est évidemment l'immigration. Alors, sans transformer mon constat empirique individuel en une généralité,
qui ferait science. Le fait est que, en l'occurrence, moi, je n'ai En fait, vous ne parlez pas de notre obsession absolue, comment ça se fait, quelle honte. Voilà, c'est ça. Et à côté de ça, ce qui est très drôle, c'est que voilà, je fais une vidéo, encore une fois, qui tire un constat, qui prend connaissance de ce qui se passe à l'échelle nationale, mais qui tire encore une fois un constat empirique de ce que moi j'ai vécu. Et il se trouve, comme tu le sais, que j'ai essentiellement enseigné en Charente-Maritime, dans des lycées plutôt de milieux ruraux la plupart du temps, un peu en ville aussi, mais et finalement dans lesquels les populations dites d'origine immigrée étaient très peu présentes, voire absolument pas présentes. Donc, de facto, ce que j'ai constaté, en tout cas empiriquement à plusieurs reprises sur plusieurs centaines, voire milliers d'élèves, en fait, c'est évident que ce n'était pas la problématique de l'immigration qui entrait en jeu dans ce que j'ai pu constater. Qu'elle existe à d'autres niveaux, sur d'autres enjeux, pourquoi pas. En tout cas, ce n'est pas ce que moi j'ai pu constater. C'est évident que le problème ne vient pas de là. Et pourtant, les problèmes, par exemple, de langue, etc., que je souligne, sont des problèmes qui effectivement existent, et malgré que ce soit, bien que ce soit une population à laquelle j'ai eu affaire, qui n'était pas du tout issue de l'immigration. Oui, puis, y compris par rapport, le rapport à la langue, ce ne sont pas des gens dont les parents sont des travailleurs immigrés, donc où le français n'est pas parlé à l'école. Parce que, Voilà, tout à fait. d'ailleurs, il y a toutes les solutions pédagogiques pour traiter ça, parce que le bilinguisme, ça existe, ça se pratique, et l'école le donnait. D'ailleurs, je me rends compte à quel point la notion même de langue maternelle, c'est surtout la langue de l'école. C'est à l'école que les enfants apprennent, hein. On le sait quand on en a, hein. C'est beaucoup plus que la maison. Donc, heureusement qu'il y ait ce bilinguisme-là, ce n'est pas le problème. Là, le problème, comme tu dis, c'est on peut le voir avec des enfants de parents francophones, dont c'est la langue. Voilà. Ouais, Et c'est vrai, alors d'une certaine manière, cette obsession, je dis cette obsession, ça vient de gens de droite, donc de centre-ville. Ceux qui connaissent, c'est leur centre-ville et la banlieue. Et les gens qui viennent de banlieue travailler chez eux, parce que c'est ça, et c'est leur monde. Et c'est pour ça qu'ils ont été très étonnés de voir des gilets jaunes débarquer du fin fond de la France ouais. et qui sont toujours là. Et c'est encore une autre sociologie, mais celle-là, ça ne les intéresse jamais, ils ne la comprennent pas. Ils ne comprennent pas non plus. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça particulièrement intéressant que tu parles voilà, des Charentes. Voilà. En Charente, qu'est-ce qui se passe? Et je trouve que c'est. Mais tu décris encore mieux le phénomène. Et d'ailleurs, oui, quand tu dis 300 000 vues, ça me semble énorme. Et c'est énorme toi, tu es un YouTuber très qualifié. Et bon, au bon sens, c'est pas pour rien que tu attires. Il y a beaucoup de vues. Mais c'est quand même assez exceptionnel par rapport à ce que tu fais d'habitude, là, en termes purement quantitatifs. Mais c'est parce que c'est le sujet qui intéresse beaucoup de gens. Ou c'est. Attends, mais qu'est-ce qui se passe aussi? J'ai été extrêmement étonné moi-même parce que de toute façon, on ne s'attend jamais à faire forcément beaucoup plus, une telle quantité de vues, etc., notamment au regard des sujets qu'on aborde. Et je pense que de fait, les commentaires en attestent. Ce que j'ai tenté de décrire est très fortement entré en résonance avec de nombreux collègues ou anciens collègues, de nombreux professeurs qui finalement dressent tous le même constat. Et encore une fois, si ce n'est pas un constat qui est unanime, c'est en tout cas un constat qui est très majoritairement partagé et il suffit effectivement de le constater. Là, on n'est pas sur une vidéo avec 1000 vues et 2 commentaires, quoi. On n'est pas du tout dans l'entre-soi et je n'ai pas pu commanditer non plus des commentaires extérieurs de tout. Enfin bon, bref. Et moi, je pense que ce qui est important pour nous, et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de ta vidéo avec Jean-François Desjours, qui d'ailleurs est très bien placé pour parler de ces problématiques-là, de par la position qu'il occupe aussi au SNES. Donc, j'y renvoie les personnes qui n'auraient pas vu cette vidéo parce qu'elle était très bien, la vidéo que tu avais fait avec Jean-François. Et ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, c'est qu'il y a un constat à faire. Et dans ma vidéo, je dis à un moment donné, il ne faut pas faire l'autruche et il faut bien se rendre compte de ce constat pour pouvoir agir dessus. Or, aujourd'hui, on a affaire toujours au même engendrement réciproque assez pénible, qui est d'un côté effectivement une certaine gauche gauchisante et qui va être dans la bienveillance absolue, etc., et qui va nier complètement le constat actuel, et puis une droite réactionnaire qui va dire « Ah, mais ce qu'il nous faut, c'est l'école de la Troisième République, le capitalisme à papa, etc. » Et donc, en fait, chacun me dise les gauchistes me disent que je suis réac, les réacs me disent que je suis un bourdieusien, enfin bon, et personne n'y comprend grand-chose en fait. Alors que ni l'un ni l'autre. Ce que je dis tout simplement, c'est qu'effectivement, il y a un constat alarmant qui doit être fait, mais ce constat, contrairement à ce que peuvent faire aussi beaucoup de types de droite réactionnaires, c'est-à-dire limiter ce constat aux élèves et au milieu familial de ces élèves, etc., comprendre que les élèves
en sont là où ils sont à l'heure actuelle, justement de par certaines logiques qui traversent l'éducation nationale, qui traversent ces institutions et qui, par bien des aspects, je ne vais pas l'apprendre à notre auditoire et à toi non plus, qui traversent en réalité la totalité du service public à l'heure actuelle. Et dans la vidéo que j'avais faite en 2017, il y a quelque chose que j'expliquais par Oui, rapport à attends, la... il faut préciser, parce que je pense que j'ai eu l'occasion de réécouter, je trouve que c'est très intéressant de comparer, parce qu'en 2017, tu parles de la réforme Blanquer, et c'est intéressant de montrer ce qui s'est passé en 4 ans, en fait, hein, ou bientôt 5. Hein. D'ailleurs, on voit le... Bon, tu étais déjà très alarmiste, mais là, je crois que bah, c'est aussi ton expérience de l'enseignement. On s'est vraiment enfoncé, et puis je crois que c'est presque un document historique de comparer l'un et l'autre. Hein. Donc, Ouais, mais encore une fois, j'aurais aimé avoir davantage tort, mais dans les faits, bon, cette vidéo-là, elle est presque malheureusement prophétique. Mais encore une fois, il n'y a rien de prophétique en fait. Il suffisait encore une fois de comprendre les logiques qui étaient celles mises en place par Macron, par l'Union européenne, par le capital, et de voir à quoi ça allait tendre. Et finalement, aujourd'hui, on peut en faire le constat. Le fait est, je ne vais pas revenir là-dessus, mais cette période, quand j'ai sorti cette vidéo-là, tout le monde disait oui, effectivement, c'est alarmiste, c'est limite complotiste. Les collègues considéraient à l'époque que j'étais un affabulateur, que je disais n'importe quoi, pour finalement me pondre exactement le même constat au mois de juin dernier et me dire oh là là, c'est grave, mais bah, maintenant vous êtes les mains dans la merde et personne n'a bougé, quoi. Donc ça, c'est quand même un gros problème. Mais effectivement, il y a toute cette logique et dont je parlais du coup déjà dans cette vidéo en 2017 qui consiste en fait à empêcher l'enseignement. Alors je parle de... Alors pareil, de manière un peu caricaturale, certains m'ont dit non mais la classe inversée parfois c'est bien, etc. Je crois alors la classe inversée, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une impulsion de la part de l'inspection de manière générale pour qu'effectivement il n'y ait plus de cours dits des cours magistraux sur lesquels l'enseignant parle ou échange avec les élèves et les élèves prennent des notes, quoi, le cours classique, mais on va favoriser le fait qu'il y ait des activités en classe, en petits groupes, en îlots, etc. et le cours à la maison. Mais comme je le dis, encore une fois, moi, j'essaie d'analyser une dynamique globale qu'à certains moments, et moi, je l'ai pratiqué, notamment en série technologique, il est vrai que parfois, c'était plus évident de fonctionner comme ça avec les élèves, un temps de cours magistral, un cours en activité, etc. Le problème, encore une fois, c'est qu'on nous y pousse, et c'est de refuser la logique d'ensemble qu'il y a derrière, puisque la logique d'ensemble, c'est que cette classe dite inversée, elle permet, ce qui est la norme actuelle désormais, que je rappelle, c'est d'avoir 37 élèves par classe. 37 élèves par classe, c'est énorme. Du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à 37. Si demain, vous faites plus de cours magistraux, si les élèves sont en petit îlot, pourquoi est-ce que ça nous empêcherait d'avoir 45, 50, pourquoi pas même 60 élèves au sein d'une classe, quand bien même, d'ailleurs, la plupart du temps, il n'y a pas suffisamment de chaises et de tables pour qu'ils s'assiedent quand ils arrivent à 37 ou 40 parce qu'on n'avait pas réfléchi à ça. Bon, bref. Et les consignes de sécurité sont d'ailleurs contraires avec les réformes parfois. Bon, c'est assez cocasse. Bref. Et du coup, après ça, on n'a plus besoin de l'enseignant parce qu'on va pouvoir généraliser un enseignement dit numérique où l'élève a finalement le cours chez soi. Mais là, on ne voit pas les discriminations que ça produit qui sont quand même énormes. C'est-à-dire que... Je trouvais qu'il y a un très bon argument. Tu as dit en philo, la philo, on apprend par le dialogue, par la réfutation, par l'interrogation. C'est Évidemment. fondamentalement, surtout à 16-17 ans. Quoi. Enfin, Oui, les meilleurs cours, les meilleures classes, si je puis dire, pas parce que c'était les meilleurs élèves, mais parce que le fonctionnement du cours était là où ça fonctionnait le mieux, étaient celles où justement, en fait, ça fonctionnait quasiment de digression en digression, mais qui étaient des digressions qui tournaient autour de notre sujet, où les élèves justement avaient des objections, avaient des questions, on approfondissait, et on tâtonnait tout ce qui est maïotique socratique, etc. Et, évidemment, alors que là, oui, et je précise une chose parce qu'on l'a déjà défendu et on ne le défend pas assez, la lecture, la nécessité de la lecture, mais c'est à partir de lecture que là, on peut poser aussi des questions. Enfin, on enrichit les questions qu'on pose, voilà. Mais c'est sûr qu'après, la lecture doit déboucher sur la question. Et souvent, c'est vrai que la plupart des livres nous ont été conseillés par quelqu'un. Enfin, derrière le livre, il y a une personne. Enfin, très souvent, enfin, surtout à l'âge où on lit beaucoup. Enfin, donc, voilà. alors, Émeric, je suis désolé pour les Ouais. auditeurs. Ça va pas être... Non, je défendais la nécessité de la lecture pour poser des questions avant. Enfin, voilà. Ouais, ok, parce que ouais, ça a bugué. Ouais, bah, c'est les aléas du Zoom. Ouais. Et oui, tu disais la nécessité de la lecture. Oui, ben voilà, et travailler, alors à la limite, effectivement, travailler sur des textes à la maison, etc. Mais il faut bien qu'en cours, il y ait cet échange. Bon, après, encore une fois, certains professeurs qui ne voient pas la logique d'ensemble,
vont dire oui, mais on peut faire des très bonnes choses en classe inversée. Oui, mais encore une fois, c'est mécomprendre le fait que derrière ça, il va y avoir des suppressions de postes énormes. Derrière ça, on demandera des qualifications moins importantes aux professeurs. Derrière ça, on va accumuler le nombre d'élèves, donc ils vont être noyés dans la masse, donc on pourra de moins en moins aider les élèves en particulier avec des disparités plus grandes. Et finalement, il n'y a plus d'échange avec le professeur, donc ça veut dire que ceux qui vont être les plus favorisés, encore une fois, je suis désolé de faire du bourdieusisme de base, mais ceux qui vont être le plus favorisés sont ceux qui, au sein des familles, le cours est considéré comme quelque chose d'important, il faut l'avoir lu. Comment on peut vérifier qu'un élève est bien pris en charge son cours à la maison si la totalité du cours repose à la maison? C'est pas possible. Et on sait très bien comment ça se passe. Là, je dis un truc qui est pas un scoop. C'est-à-dire que finalement, il y a des familles dans lesquelles le gamin il va rentrer et le soir, évidemment, qu'il n'en prendra jamais connaissance. Alors déjà qu'en classe, parfois, c'est pas évident. Et puis à côté de ça, vous allez avoir évidemment d'autres familles dans lesquelles c'est une priorité, ça va être privilégié, on va entendre aussi des choses. Bref, je ne vais pas refaire des choses qui sont détruites Oui. ici. Non, mais à la fois, c'est du bon bourdieuisme, mais tu parles aussi du mauvais bourdieuisme, si on peut dire, parce que tu dis il y a une manière aussi d'interpréter Bourdieu qui ferait que on oublierait carrément les fondamentaux. Oui, alors ça, effectivement, tu fais bien d'en parler parce que je pense que c'est important. Bon, décidément, je me fais pas d'amis. Moi, je pensais pas que ça ferait autant. Donc, évidemment, tu imagines bien que Oui, on croyait que tu allais faire un ami là sur Bourdieu, et non. ça résonne. Non, mais alors, effectivement, il y a cette logique. J'en parle dans la vidéo aussi de quelques collègues qui peuvent être parfois effectivement des lecteurs bons ou mauvais de Bourdieu et qui sont aussi dans cette logique inverse qui est de dire, qui ont une autre manière de nier le constat actuel et qui est en fait de survaloriser la notation des élèves. Alors, je le dis d'emblée, je fais des parenthèses dans les parenthèses, mais parce que comme c'est des objections que j'ai déjà eues, je le dis d'emblée, on pourrait d'ailleurs en parler, à titre individuel, je suis contre la notation. Mais encore une fois, je suis contre la notation à condition qu'il y ait une transformation de l'éducation à grande échelle, etc. Parce que des professeurs contre les notations, j'en ai vu. C'est-à-dire qu'effectivement, il note jamais les élèves, sauf qu'à la fin, quand l'élève il passe le bac, du coup, il n'a aucune idée de comment il va être évalué. Donc, c'est complètement idéaliste. Donc, on me reproche de dire que le niveau avait baissé, mais de continuer à utiliser les notes. Comme si, du coup, à moi, à titre individuel, dans mon petit lycée tout seul, qui est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai décidé de m'en extraire, parce que je pense qu'on ne peut rien changer à l'heure actuelle au sein de l'éducation nationale de cette manière-là, si j'avais arrêté de noter mes élèves, j'aurais juste davantage perdu mes élèves. Donc, on peut remettre en question un système de notation, mais à condition, effectivement, encore une fois, de voir plus large et de ne pas s'en tenir à la question de la notation. Bref, et du coup, certains collègues, effectivement, n'hésitent pas à l'heure actuelle à surnoter les élèves de très loin, parce que même si la notation peut avoir à connaître effectivement certains problèmes, etc., de fait, elle peut quand même dire quelque chose. Je rappellerai, y compris en philosophie, qu'on a énormément de réunions dites, par exemple au bac, dites d'harmonisation, de concertation, etc., dans lesquelles on ajuste la notation et où finalement, bon, ça a quand même un peu de sens. Moi, je le faisais souvent avec les élèves. Je leur donnais une copie qui avait plus de 15 et une copie qui avait plus de 7. Les élèves ne sont pas idiots. Ils n'ont même pas besoin d'être correcteurs. Ils se rendent compte assez vite. Et d'ailleurs, très souvent, les élèves notent beaucoup plus sévèrement que les profs. C'est ça qui est très drôle. C'est pour ça que ça m'amusait parfois de leur faire constater. Bon, et donc, on va avoir des profs qui vont surnoter. C'est-à-dire que dans certaines disciplines, on va arriver avec des 15 de moyenne. Par exemple, pour ne prendre qu'un exemple qui sera avéré par tous les collègues avec qui j'en ai discuté et qui seront un minimum honnêtes. Moi, par exemple, l'année dernière, du fait de la réforme Blanquer, encore une fois, je vais y venir, je vais expliquer les raisons qui poussent aussi à cette surnotation, j'avais des classes entières où j'avais aucun élève en dessous de 12 de moyenne. Je n'ai jamais vu ça. Et des élèves qui pourtant n'en foutaient pas une. Mais clairement, d'accord. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'ils sont nuls, il s'agit de dire qu'ils font rien. Ils auraient tort de faire quelque chose. Quand vous faites rien et que vous avez 12 de moyenne, pourquoi est-ce que vous vous efforceriez justement d'essayer de travailler? Ça n'a aucun sens. Donc encore une fois, j'en veux absolument pas aux élèves, j'en veux pas aux drogués, j'en veux aux dealers. C'est ça mon gros problème, c'est le dealer, quoi. Et puis c'est celui qui organise le trafic surtout. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il y a ces surnotations? Parce que du coup, la réforme Blanquer, elle a mis en concurrence les disciplines, puisque du coup, vous avez des postes qui sont ouverts. C'est un peu compliqué à expliquer. Peut-être que d'ailleurs Jean-François l'expliquerait bien mieux que moi, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Vous avez du coup des spécialités. À l'origine, vous aviez différentes disciplines, je ne sais pas, les mathématiques, la philosophie, l'histoire, etc. Et puis voilà. Aujourd'hui, vous avez dans des troncs communs des disciplines, pour prendre mon cas, comme la philosophie, par exemple. Et à côté de ça, si vous voulez vous spécialiser, vous avez la spécialité humanité, littérature, philosophie, qui conjugue une approche en lettres et une approche en philosophie. Je ne reviens pas sur cette conjugaison, là aussi, c'est aléatoire. Bref. Et ce qui se passe, en fait, c'est que les élèves, à la fin de l'année de première,
disent ben voilà quelle spécialité on conserve et quelle spécialité on ne conserve pas. En fonction de comment vous avez noté les élèves, ben évidemment, si dans un cours, ben, ils voient qu'en fait le collègue surnote et qu'ils ont 15 de moyenne, pourquoi est-ce qu'ils iraient, même si ça leur plaisait un petit peu plus, avec un collègue qui les note, on va dire, à peu près correctement ou comme c'est convenu de le faire et où ils ont des moyennes plus basses. Donc, ils vont choisir là où c'est plus haut. Sauf qu'en faisant cela, eh bien, ça ouvre davantage de classes, donc davantage de disciplines, donc vous conservez votre poste. Alors qu'à côté de ça, si une année, par exemple, il y avait 2 classes en section humanité, littérature, philo, mais que l'année suivante, il n'y a plus qu'une seule de ces classes, ben vous perdez 4 heures. 4 heures, ça veut dire que dans l'emploi du temps, vous allez avoir ces 4 heures en moins, ou qu'alors ça va devenir, je ne vais pas employer le terme technique, on s'en fout, mais en tout cas, ça va devenir des heures un peu à part sur lesquelles il va falloir greffer un contractuel qui sera probablement sur plusieurs établissements, etc. Donc en fait, voilà la logique. Voilà aussi ce qui pousse consciemment ou inconsciemment certains collègues à surnoter, c'est-à-dire sauvegarder leur poste, parce qu'en fait, on n'est pas tout à fait sûr de sauvegarder le poste, d'accord, de sauvegarder un certain nombre d'heures, de pouvoir, parce qu'en réalité, les matières sont mises en concurrence les unes avec les Ouais, autres. c'est vraiment l'usine à gaz. Ouais. En plus, Et ça flatte le narcissisme du jeune qui se dit je peux choisir telle ou telle chose, alors que normalement, jusqu'au bac, on était censé avoir une éducation de citoyen ouverte sur différents sujets, avec un minimum de connaissances dans à peu près tout pour pouvoir exercer son jugement. Enfin, c'était quand même ça. Et c'est effectivement, c'est l'âge dans l'adolescence, pardon, là c'est un constat empirique, c'est pas un constat de prof, mais c'est l'âge où on trouve pertinent de dire est-ce que j'aime Mozart ou j'aime pas Mozart. Il n'apporte strictement rien à la connaissance de Mozart. Euh, Peut-être, et même pas, j'allais dire, à la connaissance de l'ado en question, parce que c'est. Donc, leur demander s'ils aiment les maths ou la philo, il ferait mieux de faire les deux. Et d'ailleurs, ça va bien ensemble, hein, souvent. Mais voilà. ben oui, non, alors tu vois, tu soulignes plusieurs choses, hein. Je crois que c'est, j'ai pas envie de citer en disant des bêtises, c'est peut-être pas lui, mais je crois que c'est Baudelaire qui disait, et peut-être que tu le sauras, mais qui disait l'école, ça sert pas à savoir ce que vous aimez, ça sert à savoir ce que vous n'aimez pas en fait. C'est ça l'enjeu, c'est-à-dire vous devez essayer parce que l'objectif c'est de savoir à la fin vraiment, ouais, je peux dire, ok, ça j'aime pas parce que je l'ai pratiqué. Comme j'en ai jamais fait. En fait, ils sont tous mauvais en maths, mais en fait, ils n'en ont jamais fait. Et quand ils en font, ils enregistrent tout dans la calculatrice. Donc, en réalité, bon, bref. Mhm. Et, mince, tu disais quelque chose, j'ai perdu le. Non, non, c'est vrai que si on parle des maths, aussi, c'est ce qui est tout à fait frappant, c'est le nombre de médailles Fields en France et les résultats pitoyables sur des classements. C'est intéressant de voir s'ils sont vraiment objectifs ou pas, mais c'est quand même inquiétant, ça aussi. Mais par exemple, oui, effectivement, tu vois, sur cette. Pour revenir un peu sur cette réforme et la pseudo-interdisciplinarité qu'ils ont tenté de faire, c'est une interdisciplinarité complètement aléatoire. Déjà, c'est une interdisciplinarité qui n'existe pas, hein. Comme je le rappelle, déjà, à l'université, elle n'existe pas. Et je soumets l'idée, puisqu'ici, c'est quand même un lieu propice pour le rappeler, que si l'interdisciplinarité, d'ailleurs, ne fonctionne pas, y compris à l'université, et j'en sais quelque chose, c'est sans doute parce que probablement, ça nécessiterait un retour au marxisme réel qu'on n'a pas trop envie d'avoir. Oui, c'est ça. Donc, Mais clairement, c'est ça. Non, mais c'est contre la division sociale du travail, donc c'est contre la division sociale du travail et favorisé par la division intellectuelle du travail. Donc, la division des disciplines. Et du coup, on met ensemble des disciplines qui n'ont pas forcément à voir. Moi, j'aurais dans tous les cas trouvé que de toute façon, ce n'était pas le moment, etc. Mais pour ajouter encore un point là-dessus, on dit humanité, littérature, philosophie. C'est encore enfoncer l'idée d'après laquelle la philosophie serait une discipline littéraire, alors que la philosophie n'est pas une discipline plus littéraire qu'elle n'a de proximité, en tout cas, notamment à ses origines avec les mathématiques. Ça n'a absolument aucun sens. Et Et donc, en fait, les progrès philosophiques ont lieu après un bouleversement du connaissance générale au point de vue de l'épistémie. Donc, oui. Et en fait, on pourrait presque arguer du contraire, mais même si effectivement, ça s'écrit. mais complètement, moi, L'histoire s'écrit. c'est ce que j'essayais de montrer à mes élèves, en fait. Bon, alors après, effectivement, qu'il y a des liens avec la littérature, avec la poésie. Bon, ok, d'accord. Mais en tout cas, pourquoi plus ce rapprochement qu'un autre? Personne n'a été concerté. Dit, et voilà. Et après, bon, je démêle pas le boulga que ça donne. Mais pour revenir sur la concurrence aussi entre les disciplines, moi, j'ai entendu, bon, de toute façon, c'est évident que désormais, j'y remettrai plus les pieds, mais bon, je ne vais pas donner de nom ni rien, d'autant plus que je l'ai signalé et j'ai rien à sauver à l'heure actuelle, hein, au contraire. Mais j'ai eu la chance d'avoir, dans le cadre de l'inspection, des gens qui, je dois le reconnaître, étaient des gens compétents, à l'écoute, intéressants. Bon. Mais j'ai quand même entendu, de la part de certains inspecteurs, à certains moments, dans la présentation, et je ne suis pas le seul, hein, c'est comme ça dans toutes les disciplines, les collègues le rapportaient aussi, des inspecteurs dire, bah là, avec
avec la réforme, il faut que vous soyez sexy, il faut que… Vraiment, c'était les termes employés. Sexy, le thème sexy, oui. Il faut que votre discipline, vous la fassiez apprécier. Donc, n'hésitez pas à faire des voyages. Enfin, ça devient un centre de loisirs, en fait. Parce que, évidemment, pour la logique que j'expliquais tout à l'heure, qui est qu'en fait, les disciplines sont mises en concurrence et c'est les élèves qui vont décider et que ça joue sur vos postes, il faut sauver tout ça. Donc, en fait, vous devez lutter en permanence. Hein. C'est là que ça remet en cause complètement aussi le statut de fonctionnaire. Et vous voyez que ça remet en cause le statut de fonctionnaire par ce biais-là. Et de l'autre côté de la branche, ça remet en cause le statut de fonctionnaire, comme j'ai expliqué dès 2017, parce qu'on a détruit le bac général, donc qui n'est plus un bac national, qui devient un bac local. Et en faisant cela, en ayant une politique girondine qui devrait plaire à Michel Onfray, eh bien, on a venu complètement détruire l'idée de bac national, et en détruisant ça, on détruit aussi les concours de la fonction publique, et donc on détruit par là le service public, tout simplement en fait. Et sauf que ça, c'est tout de suite vous extrapoler, vous affabuler, mais non, et on est en train de le constater en fait. Et Parcoursup vient sur Parcoursup, qui est le site et le logiciel que les étudiants utilisent pour passer dans le supérieur et donc s'inscrire dans les formations, etc., privilégie à l'heure actuelle aussi le fait que les étudiants demeurent dans l'académie dans laquelle ils ont fait leurs études secondaires. Donc finalement, il y a toute une ségrégation spatiale qui se met en place comme ça et qui détruit complètement l'idée de république. C'est-à-dire qu'en réalité, cette réforme, elle est profondément anti-républicaine. Elle est en train de diviser profondément les territoires, les personnes, les classes sociales. Elle est en train d'enfoncer le clou dans tout ça. Et vous arrivez comme ça et on nous vante que peut-être que dans votre classe, je moque les poètes disparus dans ma vidéo, dans votre classe, comme ça, vous allez réussir à corriger toutes ces erreurs-là. Mais bien sûr que non. Et d'autant plus qu'encore une fois, pour le cas de la philosophie, comme je le signalais, et là, c'est encore une fois, là, on est chez Orwell, quoi. Hein. Macron nous a vendu, c'est une réforme en faveur de la philosophie, mais je crois que Jean-François en avait d'ailleurs très bien parlé. C'est une réforme en faveur de la philosophie. Vous voyez, c'est la dernière discipline qui est en épreuve terminale, puisque la majorité du bac à l'heure actuelle se fait du coup au contrôle continu, etc. Et donc, on nous avait vanté que tout était pour la philosophie. Dans les faits, en fait, on a condamné 10 fois la philosophie. On l'a condamné par le fait que finalement, comme je le rappelais, on est passé avec certaines classes littéraires de 8 voire 9 heures par semaine à uniquement 4 heures en tronc commun avec l'ensemble des élèves dans le meilleur des cas. Donc ça, c'est le maximum qu'on puisse faire pour l'enseignement de la philosophie. Actuellement en France, c'est pas plus de 4 heures. Hein. Alors, en tronc commun, après, effectivement, on peut prendre humanité, littérature, philosophie, et à ce moment-là, ça porte le temps d'enseignement à 6 ou 7 heures, je crois, je ne sais plus. Voilà. Mais globalement, les élèves font 4 heures maximum. Alors, ce qui est un peu mieux qu'avant pour les élèves de S, puisque avant les élèves de S, c'était 3 heures. Mais on est tous calés sur ce qu'était et le programme d'ailleurs un peu aussi, sur ce qu'étaient les sections ES en fait. Et finalement, vous avez 4 heures en philo, 4 heures et qui compte assez peu dans le bac, et surtout la seule épreuve terminale, on nous vend ça comme quelque chose qui montre que ça a de l'importance. C'est tout l'inverse, parce qu'en fait, quand les élèves arrivent à l'épreuve terminale, s'ils sont un peu malins, ils savent déjà plus ou moins s'ils ont le bac ou non du fait du contrôle continu. Donc en fait, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. Par-dessus, il y a le grand oral. Le grand oral qui là aussi est une mascarade totale à plein des niveaux. On pourra en parler, mais tu vois, c'est long, ça ne s'arrêterait jamais en fait. Mais venons-en un peu. C'est quelque part, c'est le contraire de la philo, parce que c'est le sophisme, hein, c'est le grand sophisme. Mais le grand oral, les consignes officielles dans le bulletin officiel disent bien qu'on privilégiera non pas le fond du discours de l'élève, mais sa capacité oratrice, sa capacité rhétorique, et donc la manière qu'il aura de s'exprimer, de bouger, etc. Il peut dire de la merde, c'est Macron, hein, il peut dire absolument tout et n'importe quoi, c'est pas grave, s'il met bien ça en forme, c'est bon. Et dans le grand oral aussi, très intéressant, je ne sais pas si c'est dans le bulletin officiel, mais en tout cas, c'est les recommandations officielles. Il faut devenir Macron, c'est le modèle. Oui, mais voilà, c'est ça. C'est dans les recommandations officielles qu'on fait aux stagiaires, il est indiqué pour le grand oral que, par exemple, un élève qui, par contre, ne s'exprime pas, mais qui démontre par sa présence une réflexion, doit être noté. T'imagines ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le penseur de Rodin. Voilà, là c'est bon, là tu penses. C'est vraiment, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est pour ça, en fait, d'extérieur, évidemment, ça prend toujours la forme de les profs, ils s'en foutent. Tiens, ça me permet de rebondir sur un autre élément encore. C'est toujours les profs, ils sont jamais contents, ils sont toujours en grève, de toute façon, ils s'en foutent, etc. Mais moi, je me suis retrouvé dans un établissement avec 280 collègues à être le seul à faire grève un jour. Le seul. Donc, on ne vienne pas me dire que l'ensemble des collègues passent leur vie à faire grève. C'est faux, archi faux, ça n'existe pas, en fait. Le prof gréviste, alors ça a existé, mais à l'heure actuelle, le prof gréviste,
Ça n'existe pas. Et surtout, qu'est-ce qu'on entendait encore une Oui. fois? Moi, j'ai eu la chance la première année d'enseigner dans un plutôt bon lycée de ville et qui était très bien, dans lequel j'ai passé de très bons moments et où il est clair que on n'était pas du tout emmerdé, que ce soit par les élèves, les profs, par la hiérarchie, enfin, les parents, pardon, pas les profs. Donc c'était bien. Qu'est-ce qu'on entendait de la part des collègues qui ne faisaient pas grève? Eh bien, on entendait, bah, nous, ici, on est quand même bien, on ne va pas faire grève. Tu vois, la logique, finalement, d'incompréhension totale de l'inscription de leur statut de fonctionnaire dans l'échelle nationale et au sein de la République. Je fais grève pour ma gueule. On a arrêté les communistes, je ne suis pas communiste, on a arrêté les socialistes. C'est exactement ça. Et quand je leur disais, mais vous voyez bien comment ça va se poursuivre ensuite et tout, oh là là, bah, j'étais prise de tête, tu vois. Donc, Et tu bon, disais voilà. tous les agrégés votent Macron, mais Pas tous les agrégés, mais en tout cas, ça, c'est les enfin, chiffres. une Les grande chiffres que majorité, oui. l'on a, c'est qu'un agrégé sur deux a voté Macron en 2017, quoi, ce qui est, Ouais. ce C'est les qui est, sachants, oui, c'est sûr. ce qui est Non, pas parce que étonnant. moi, j'avais vu, j'en ai dit beaucoup de mal, donc je peux en dire du bien. Emmanuel Todd avait montré le blocage dans l'enseignement à la fin des années 90 dans à peu près tous les pays développés. Il y a quelques retards, il faudrait vérifier. Mais grosso modo, on en est resté à 30% c'est 30-30-30, hein, 30% de diplômés supérieurs. Et ces gens-là forment un bloc qui n'évolue pas, ils n'admettent personne, mais c'est autour de ce bloc, hein, c'est les grandes villes, et puis ça détermine une idéologie particulière. C'est le bloc bourgeois, quoi, hein. Donc, et c'est aussi, on a l'impression que bon, bah, tout le système est fait aussi pour légitimer quand même cette division en trois, pas de la société. Ça me semble. Alors après, moi, c'est même pas une objection parce que je suis tout à fait, j'ai aucune leçon à donner ni quoi que ce soit. Mais peut-être que tu vas manquer à tes élèves, tout simplement. Parce que bien sûr, tu n'as pas les illusions. Je comprends que tu ne veuilles pas te payer d'illusions sur le cercle des périodes disparues. Tu ne peux pas, à toi tout seul, avec ton côté aussi sexy soit-il, complètement rétablir tout un système qui ne pousse pas au savoir et à l'enseignement. Ça, je comprends très bien. Donc, il va y avoir des élèves qui ne te verront plus. Et est-ce que tu regrettes pas un peu ça? Voilà. Alors, bah, si, c'est la raison pour laquelle, enfin, si, je ne sais pas si je le regrette, mais c'est ce que je disais au début. J'ai pas quitté l'enseignement pour moi, hein. Voilà, enfin, l'IHT que je préside, je n'y fais quasiment que de l'enseignement. Je faisais de l'enseignement avant d'entrer à l'éducation nationale. J'ai bien l'intention d'en faire après. Il y a d'autres manières de faire de l'enseignement. Je conduis actuellement ma thèse de doctorat. Je n'exclus pas, effectivement, comme ça a déjà pu être le cas, de donner quelques cours à la fac. Alors là aussi, bon, il y aurait bien des choses à dire, mais bon, je ne vais pas entrer là-dedans. Donc voilà, ça. Tu fais du boulot sur YouTube aussi, ça c'est. Ouais, non, mais voilà. Donc bon. D'ailleurs, moi, Mais je comprends pas pourquoi les profs mettent pas plus de cours en ligne. Ça, je trouve qu'il y a, il y a un grave problème parce que le YouTube devrait être un lieu. Moi, personnellement, étant donné que j'écoute beaucoup YouTube façon radio parce que j'en ai besoin par rapport à. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de cours magistraux, même de cours à la fac, de cours d'histoire, de choses comme ça. On a l'impression que les profs ont peur, en fait. Alors est-ce que c'est un problème de compétence parce qu'ils ont peur de dire des bêtises et parce qu'évidemment, ils sont au regard de tout le monde, mais quand même, normalement, bon, un cours, surtout en fac, un cours, ça se prépare, je sais pas, on a des semaines pour le préparer, donc normalement, bon, on pardonne à tout le monde des lapsus, hein, ça, c'est pas un problème. Mais en plus, il faut quand même être. alors, je reviens quand même du coup sur ta question précédente. Oui, pardon, non, désolé, oui, il y a eu deux. Non, sur les élèves, etc. Bon, alors, c'est un peu délicat parce que, bon, alors tu vois, par exemple, effectivement, l'an dernier, j'avais des élèves de première et pourtant, du coup, c'était en humanité, littérature, philosophique, ça ne me plaisait pas forcément de faire, qui n'ont pas cessé toute l'année de me dire, d'ailleurs, je les salue s'ils regardent cette vidéo et j'espère qu'ils passent une très bonne année en classe terminale actuellement, qui avaient espoir, effectivement, de m'avoir comme professeur, qui m'ont réclamé à plusieurs reprises, etc. Bon, voilà, c'est toujours agréable. C'est toujours une bonne chose. J'entretiens toujours certains contacts avec certains élèves que j'ai eu il y a 2, 3 ou 4 ans. Bon, voilà. Il y a certains points qui m'ont marqué, mais en fait, ce qui est difficile, c'est que justement, il y a certains élèves avec qui j'entretiens des bonnes relations et que j'aimerais pas qu'ils se sentent forcément visés, et parfois même à tort. Mais comment dire, encore une fois, il y a c'est peut-être plus à titre individuel, ça, donc ça touche moins une logique à grande échelle, mais il y a aussi une forme de déception, encore une fois, à saisir qu'en fait, euh, c'est un truisme, hein, dans l'enseignement par bien des aspects, je pense, mais
Mais en fait, les rapports idéologiques, là aussi, je ne vais pas te l'apprendre, sont tellement puissants qu'en fait, y compris des élèves qui avaient pu me dire euh, ah bah ça m'a marqué, on pense souvent à vos cours, ça a changé notre vie, machin, etc. Parce qu'il y en a, et tant mieux, et c'est toujours flatteur. Mais à côté de ça, dans ce que j'ai pu voir de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils disaient, etc., à côté de ça, tombe en fait toujours actuellement, et j'en suis désolé, dans tous les panneaux de l'idéologie dominante. Et encore une fois, qu'on comprenne bien, je vais à tout prix terminer là-dessus. Quand je dis ça, j'attendais pas de mes élèves, jamais, jamais, et contrairement à ce que tous les ignares, encore une fois, pensent. On pourrait parler de la notation en philosophie, je ne l'ai pas assez fait, et ça pourrait être intéressant d'en parler, je pourrais revenir sur comment on note en philo, ça peut être intéressant, je pense. Je me le note, si tu veux pas qu'on en parle, on n'en parle pas, mais Ah, ça si, si, m'intéresse. mais bien sûr que oui, on est là Et, pour ça. et, euh, et oui, j'attendais pas du tout de mes élèves qui deviennent communistes, qui deviennent marxistes, je m'en fous. Et d'ailleurs, mes élèves pourraient tous en attester. En classe, je parlais de Nietzsche, je parlais de Heidegger, etc. Alors que, bon, bah voilà, j'ai pas forcément d'affinité. Mais encore une fois, j'étais là pour les faire réfléchir, pour les faire penser. Moi, ce que je voulais justement, c'était qu'ils soient, ce qu'on nous demande, en capacité de réfléchir, De, de contrarier leurs opinions. Encore une fois, ce que trop de gens oublient, c'est que de quand devenir des citoyens, pas ces espèces d'avortons qui te disent, moi, ça va bien, donc... voilà, et en fait, moi, et même, là aussi, les élèves pourront le signaler, ceux dans lesquels, en tout cas dans les classes où il y avait le plus d'échanges, pourront le signaler. Moi, je n'attendais qu'une chose et je leur disais, c'était d'un, que jamais ils ne répètent ce que je leur raconte bêtement, et que de deux, ils cherchent à me donner tort, comme je savais aussi qu'ils regardaient souvent mes vidéos à côté, etc. Mais je n'attendais que de ça. Parfois, je leur tendais des grosses perches pour qu'ils me disent, oui, mais ça, le communisme, machin, etc. Et je n'attendais que ça, que justement on soit en capacité d'entrer dans un dialogue, qu'on soit en Mais capacité justement, en plus, à leur âge, il ne s'agit pas de les endoctriner. Et de toute façon, c'est d'abord de leur donner aussi les moyens de te répondre, te contredire. voilà, Et de toute façon, si ça ne passe pas par un cheminement propre, ça s'appelle de l'endoctrinement. voilà, et puis Ça n'a c'est aucun la base intérêt. de la D'ailleurs, philosophie. j'en parlais avec un psychanalyste qui s'appelle Jean Drault, là, je crois que c'est une des dernières vidéos, et il disait, les gens ne comprennent pas, justement, on parle de Zemmour et tout ça, ce retour du patriarcat, ces gens-là ne comprennent pas que le code et le message. Peut-être le rôle du père, mais peut-être aussi l'enseignement, je suis désolé de mélanger, mais bon, historiquement, il y a quand même un petit lien, c'est de parler c'est de donner le code. Et le code, c'est-à-dire que la boussole t'indique le nord, mais elle ne te dit pas que tu dois aller au nord. Tu peux Et aller au voilà, exactement. Et encore une fois, ce qu'on oublie trop souvent aussi, c'est que, souvent je commençais le cours par là, enfin, c'était un des éléments de mes débuts d'année, les trois maximes de la pensée de Kant. Kant dit bien, en gros, première maxime, c'est penser par soi-même, en gros, c'est penser contre soi-même, c'est-à-dire contre les préjugés. Encore une fois, le premier travail de la philosophie, c'est de questionner ce qui n'a pas encore été jugé, c'est pas d'apporter des jugements tout faits. Et c'est d'ailleurs ce qui rend parfois la tâche difficile aux élèves, parce qu'ils ont envie d'apporter une réponse toute faite ou qu'ils ont envie de répéter le cours, etc. Et tous les gens qui en commentaire me disent ah oui, vous notiez comme selon vos idées, etc. Ça veut rien dire. Et de la même manière, comme je l'ai fait remarquer l'autre jour à quelqu'un en commentaire sur un sujet de type, par exemple, peut-on désirer sans souffrir, un sujet classique de philosophie. Comment je pouvais attendre que la personne me répète, je ne sais pas, Fidel Castro, ça n'a aucun sens. Donc on ne note pas. Ça ne veut rien dire. En fait, les gens qui disent ça n'ont jamais mis les pieds dans une classe de Non, philosophie. non, bien sûr, ils savent pas Ça me ce que permet de c'est. revenir rapidement, mais ça peut être intéressant pour les gens qui ne connaissent pas du tout, puisque c'est jamais expliqué. Ça me permet de revenir un petit peu sur la notation en philosophie. Je m'y égare pas, mais je pense vraiment que ça peut intéresser des gens, notamment des parents, notamment des élèves, etc. Moi, j'ai essayé de l'expliquer aux élèves en début d'année. Euh, sur la notation en philosophie. Bon, alors déjà, je rappelle que d'emblée, pour ceux qui disent, et là on est bien par contre dans, je ne sais pas s'il y a une baisse de niveau, mais en tout cas je l'ai dit dans la vidéo, c'est un gros problème, officieusement, quasi officiellement, vous n'avez pas le droit de noter en dessous 6. Donc déjà, en clair, ça veut dire que quand vous avez 6 ou 7 au bac, c'est quasiment comme si vous aviez 0 en réalité. Bon. Donc déjà, même si on sac, même si la philosophie, c'est une discipline où on note à la tête, machin, etc. Enfin, en tout cas, vous arrivez devant votre feuille, vous notez votre nom, votre prénom, vous faites un paragraphe, vous êtes sûr d'avoir 6 ou 7. Franchement, Ah oui, d'accord. Ça vaut pas zéro. Ne pas répondre, ça vaut pas zéro. D'accord. ah non, je le dis dans la vidéo et là aussi, hein, bon, et c'est valable de manière générale dans toutes les disciplines. Alors, les gens de mauvaise foi signaleront que non, mais en fait, les consignes de l'inspection, et elles sont très claires, et d'ailleurs, elles sont publiques, c'est que en dessous de 6, et donc une note à partir de 5, il n'y a pas de note avec des décimales au bac. À partir de 5, on ne peut noter qu'à condition que ce soit une non-copie. Une non-copie, c'est une copie blanche
c'est une copie sur laquelle il y a un dessin, c'est une copie sur laquelle vraiment on sent que l'élève il a écrit 2 phrases mais il se moque de nous, ou une copie qui par exemple viendrait insulter le correcteur, ou se la jouer, tu sais le truc classique, le courage c'est quoi, c'est ça, gna. Bon bref, tout ça, là on est dans l'ordre de la non-copie. Donc là, on est entre 0 et 5, laissé à l'appréciation aléatoire, comme on le sent, quoi. Bon. Et donc, dès lors que l'élève commence à articuler 2, 3 mots, à essayer de faire un semblant de phrase, etc., bah, en fait, il a déjà 6. Bon, déjà. Bon. Ça, c'est la première chose. Après, comment ça se passe? Euh, vous avez du coup, vous récupérez les copies le lendemain de l'épreuve du bac. Pour les profs de philo, c'est là où il y a le plus de copies parce qu'évidemment, c'est le nombre de profs le moins nombreux. Donc, vous récupérez en moyenne entre 110, parfois un peu moins si vous corrigez en série techno, mais entre 110 et 140 copies, quoi, on va dire en gros. Et vous commencez à corriger une bonne partie des copies les premiers jours, puis vous avez une première... ah non, pardon, je dis une bêtise. Le jour où vous récupérez les copies, vous avez une réunion d'entente. Cette réunion d'entente, elle va s'articuler autour de professeurs qui sont souvent des professeurs référents, qui enseignent depuis pas mal d'années, etc., qui, le matin même du bac, vont avoir corrigé déjà plusieurs copies qu'ils auront pu récupérer et vont tirer une copie jugée pas terrible, une copie plutôt jugée assez bonne. Ces copies-là sont distribuées, elles sont lues par tous les professeurs présents et l'ensemble des professeurs présents proposent une note pour les copies. Alors parfois, il est vrai, vous avez des écarts, mais je rappelle que on a estimé qu'il fallait, pour trouver une note juste en mathématiques, il fallait en moyenne 7 à 8 correcteurs, hein, en mathématiques. Donc, qu'on ne nous fasse pas le coup avec la philo, d'accord? Parce que aussi lié au fait que désormais en mathématiques, selon les phrases que vous mettez, selon le bout de Oui, raisonnement. si le résultat n'est pas bon, mais que le raisonnement est correct, il faut pouvoir Donc, retrouver. en fait, même en mathématiques, non, qu'on arrête de dire en maths, au moins, quand c'est 10, c'est 10. Ben non, en maths, parfois, c'est 7 avec certains correcteurs et 12 avec d'autres. Donc, on arrête aussi de dire ça. Bon. Même si, effectivement, les écarts sont moins grands parfois qu'en philo. Bon, vous allez avoir un écart, mais on va essayer de trouver les grandes lignes directrices sur un sujet et on va dire, bah, voilà ce qu'on va attendre des élèves sur ce sujet ou sur ce texte. Voilà ce qu'on pouvait attendre de l'élève, voilà ce qu'on ne pouvait pas attendre. Par exemple, là, il y a un parti du texte qui nécessite une connaissance philosophique qui ne peut pas être attendue d'un élève de terminale. Si l'élève l'apporte, bah, très bien, on valorise, mais dans tous les cas, on ne peut pas pénaliser un élève parce qu'il n'a pas vu ça, ou dans ces grandes lignes-là, voilà ce qu'on voulait voir. On se met d'accord sur du coup une sorte de mini barème, mais qui n'est pas un barème à trous avec des trucs. Voilà, c'est les grandes lignes. Qu'est-ce que l'élève devait voir, quelles pistes il pouvait prendre, etc. Mais il n'y a pas non plus de réponse type attendue, notamment pour les dissertations. On va corriger, on revient quelques jours après dans une communion, pas une communion, une réunion dite d'harmonisation. Et dans cette réunion d'harmonisation, ce qui se passe, c'est que du coup, vous dites les moyennes que vous avez sur vos lots de copies. Et puis, à partir de là, les copies sur lesquelles vous avez un doute, par exemple, vous avez des copies, elles vont être en dessous de 8, mais vous dites, ah, peut-être que finalement, ça vaut peut-être vraiment moins, ou peut-être que ça vaut un peu plus. Bon, bah, toutes ces copies-là, vous allez les donner à un collègue. Officiellement, il faut au moins qu'il y ait un collègue qui la relise. Parfois, quand vous êtes un petit groupe, parfois, il y a même 2, 3 collègues qui relisent cette copie. Et donc, on s'accorde sur une notation en sachant que si, par exemple, vous avez mis 9 à l'élève et que tous les collègues disent oh, ça valait plutôt 7, je pense, et bien l'élève conserve le 9. D'accord. Ce que je trouve est une bonne chose sur le principe. Hein, d'accord. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas redescendre normalement, Ah, sauf d'accord. Mais vraiment c'est pour repêcher, quoi, oui, d'accord. voilà. Et pareil avec les copies qui vont être globalement, il n'y a rien de très précis là-dessus, en tout cas pas que je sache, mais en gros, c'est l'idée. Toutes les copies qui vont dépasser 14, 15, etc., essayer de voir si on peut les rehausser, si elles veulent plus, si peut-être finalement on a visé un peu haut ou non. Toutes ces copies-là vont être relues et quand on demande les copies, les correcteurs qui les ont relues ont signé. Donc en fait, les copies sont relues, sont reprises, il y a toute une décision qui est mise en place, il y a une sorte de barème qui est mise en place, les professeurs se voient entre 2 fois, voire 3 ou 4 fois minimum dans le temps de correction, etc. Donc, c'est jamais à la tête du client, en fait. C'est pas possible. Et encore une fois, dans un regroupement de profs de philo, les marxistes, ils sont très peu nombreux à l'heure actuelle, hein, de fait. Hein. Il y a beaucoup plus d'Heideggerien, de Nietzschéens et de philosophes analytiques que de marxistes, hein, très largement. Oui, oui, bien sûr. Et de fait, en bonne intelligence, malgré les désaccords théoriques de fond, en fait, ce que les gens ne comprennent pas aussi, que toi tu comprends bien, mais je le dis au cas où il y aurait des parents, des élèves qui nous écouteraient, c'est qu'en fait, ce qu'ils ne comprennent pas bien aussi, c'est que ces distensions théoriques qu'on peut avoir entre collègues sont d'un niveau
nettement plus élevé, si on peut dire, ou différent en tout cas, que celui du copie des élèves. Sur une copie d'élèves, globalement, que vous soyez un philosophe analytique, que vous soyez un Les Heideggerien, jeunes, bien sûr. Oui, bien. vous avez la capacité de voir ce qu'un élève de terminale, en gros, est capable de faire. Est-ce qu'il construit un raisonnement? Est-ce qu'il y a un plan articulé? Est-ce que c'est conceptualisé? Est-ce qu'il y a une bonne problématisation? Ça, on s'en branle, en fait, que vous soyez Est-ce qu'il est Heideggerien. capable de comprendre qu'on peut faire des objections, de les intégrer? J'en sais rien. Mais Voilà. voilà, c'est ça. Et au contraire, les gens pensent que, c'est ça encore une fois, ils pensent on va noter à l'inverse de ce que le prof pense. Mais en fait, le Tu seul. sais, ces critiques, elles viennent des milieux cathos, je suis désolé, où on apprend un catéchisme. Donc, pardon, hein, mais Non, non, mais ouais. je compare pas avec le message, je ne mélange pas avec le message du Christ, hein, qui me semble avoir toujours Mais certaines valeurs, voilà. et Mais c'est dramatique parce qu'en fait, ce qu'on aimerait seulement qu'il y ait déjà, c'est qu'au moins déjà il y a un raisonnement, une pensée. Tu vois, qu'elle soit contradictoire avec ce qu'on pense, franchement, rien à foutre. Moi, j'ai eu des copies, j'étais en, non, j'avais non, non, j'avais mais plein. écoute, c'est un fait acquis, ça pose aucun problème. Mais je t'entends dire, je suis pas sûr qu'il y ait une baisse de niveau. Bon, et c'est vrai que c'est une banalité chez les profs de parler de baisse de niveau. Je pense qu'on peut en parler depuis. Si, j'en parle dans la vidéo, je dis qu'en tout cas, ce qui est plus grave, en tout cas, je pense que dans un premier temps, elle est difficilement évaluable, cette baisse de niveau, du seul fait que, effectivement, c'est un truisme. Tu sais, il y a ces textes d'Alain, juste avant ou juste après la Première Guerre mondiale, pardon. Alain Émile Chartier, du coup, le prof du lycée Henri IV, qui Idéologue dit. du Parti radical, quoi, en gros. Oui, qui est très intéressant parce qu'Alain dit, si j'étais proviseur, voilà ce que je ferais. Et en fait, aujourd'hui, les trois quarts on re-signerait parce qu'en gros, il dit, je mettrais de l'ordre, je ne laisserai pas les parents s'investir dans l'éducation, enfin dans l'instruction des élèves, etc. En fait, c'est la même chose qu'aujourd'hui. De la même manière, quand effectivement, on reprend des lettres de poilus de la Première Guerre mondiale, ou qu'on reprend, on voit bien qu'il y a des fautes partout. Donc en fait, effectivement, c'est un problème qui est pas tout à fait nouveau. Ah oui. Toutefois, oui, vas-y. J'allais Non, contre. non, pardon, non, je ne veux pas t'interrompre. Vas-y, continue, continue. Mais ça m'intéresse ce rapport à l'orthographe, peut-être, mais voilà. Mais Toutefois, effectivement, ce qu'on constate là, par exemple, dans la vidéo, je prenais cet exemple parce c'était un exemple récurrent et qui m'a marqué chez plusieurs élèves. Je disais, il ne faisait pas la différence, par exemple, entre on, pronom impersonnel, et on, ONT, troisième personne du problème de pluriel. syntaxe même là, c'est pas qu'un problème Voilà. d'orthographe. Voilà, et là, c'est pour ça. Je te dis, là, c'est beaucoup plus grave. Parce qu'effectivement, on n'est plus sur des problèmes d'orthographe. Mm. Et en fait, il ne le faisait même pas. Les gens m'ont dit comment vous pouviez vous en rendre compte. Alors, c'est là qu'on voit qu'ils n'ont pas enseigné. Ils ne le faisaient même pas parfois à l'oral. D'accord? Et faire l'erreur quand ils écrivent. Mais c'est très grave parce que ça veut dire que des élèves, ou alors par exemple. Oui, mais est-ce que c'est poilu de 14? Est-ce que c'est pas plutôt des fautes d'orthographe qu'il faisait? Oui, mais voilà, non, mais c'est ça que je dis. C'est qu'effectivement, on est plutôt sur des fautes d'orthographe, alors qu'aujourd'hui, on est sur une problématique de grammaire, de Mm. syntaxe, et qui est donc, j'y viens petit à petit, mais qui donc sont des problèmes aussi ensuite de construction de la pensée, évidemment. Bon, je ne vais pas là aussi enfoncer des portes ouvertes, mais. Et quand je dis qu'il ne le faisait pas à l'oral, c'est par exemple, c'est pareil, c'est EET ou EST, mais en fait, quand à l'oral, je le prononçais, je voyais bien qu'il y avait des élèves qui faisaient des contresens à l'oral. Ils ne savaient pas, enfin, tu vois, là, c'est très grave. Et du coup, effectivement, les élèves ont en fait un énorme problème de structuration grammaticale. Et donc, en fait, ça les empêche de construire leur pensée complètement. Et c'est ça qui est très grave. Et ça, effectivement, je pense que c'est un fait nouveau. Et on entend tous dire, effectivement, souvent, oui, ma grand-mère, elle a été que jusqu'au certificat d'études, elle ne faisait pas de faute, etc. Bah, effectivement, c'est le cas d'une seule de mes grand-mères, la seule qui a eu le certificat d'études. Et c'est vrai qu'effectivement, encore à l'heure actuelle, eh bien, elle écrit très bien. Donc, effectivement, et ça, je pense, comme je le dis dans la vidéo, que c'est très lié, et on pourra en parler, je pense que c'est très lié, encore une fois aussi, à une dialectique des métiers qui fait que le capital industriel, à un moment donné, en ascendance par ce qui explique très bien Kluskar, hein, par le surplus de classe où il a fallu effectivement recycler les fils à papa de la bourgeoisie, a eu besoin effectivement de cadres, a eu besoin de former massivement. Or, aujourd'hui, dans la période de crise que l'on est en train de connaître, et de longue crise du capital, c'est plus nécessaire. Donc, l'école ne joue plus ce rôle parce qu'il n'y en a plus vraiment besoin. Et donc, finalement, tout Non, est. c'est même pire. Je suis désolé, c'est même pire. Il y a même besoin qu'ils n'en sachent pas trop. Oui, non, mais De toute façon, clairement. comme avant, pour aller à l'usine, il ne fallait surtout pas accéder
à la pensée critique. Donc, il fallait aller, sinon on n'y arrivait pas. En tout cas, où ça ne marchait pas, où on syndiquait, etc. Alors maintenant, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a cette interdisciplinarité réelle, etc. Ça, c'est quelque chose qui de toute façon, je crois que c'est sciemment. Il ne faut pas imaginer. Ah oui, parce que alors, moi, je ne supporte pas tous ces débats sur l'enseignement. C'est toujours une abstraction, l'enseignement abstrait du reste de la société. Et avec cette espèce de bonne volonté, il y a qu'à Faucon, c'est les bons sentiments qui font de la mauvaise littérature. Et jamais on peut. Mais effectivement, si tu me dis que la plupart des profs, effectivement, ne font pas grève parce que ça va, parce que pour eux ça va, je veux dire. Et l'intérêt général, c'est comme même quelque part, c'est aussi, c'est peut-être pas à la base de la philo, c'est à la base de la philosophie politique, l'intérêt général. Je crois qu'il faut quand même. Non, mais complètement. Mais effectivement, tout ça, on s'en fout. Et puis, comme tu le dis, c'est pour ça qu'à mon avis, il y a deux erreurs. La première erreur, c'est, et encore une fois, j'ai rien contre ça, et moi-même, j'ai été dedans, c'est le prof qui se dit, je ne parle pas du prof qui en devenir le prof aspirant qui ne l'a jamais été et qui s'imagine que dans sa classe, lui, il va faire des trucs fabuleux, etc. À titre individuel, je ne me suis jamais imaginé ça parce que j'avais déjà vu assez de choses. Et en réalité, ça s'est mieux passé dès le début, dès la première heure de cours que j'imaginais. Bon. Néanmoins, malgré ça, je pense qu'il y a deux écueils. Il y a le prof qui effectivement croit que par sa notation, par l'aide qu'il va apporter à l'élève, etc., va modifier des rapports sociaux et idéologiques et historiques, ce qui est un leurre. Et puis, il y a l'autre écueil qui est de considérer, de dire mais non, mais il faut réformer l'éducation nationale, comme si, comme tu viens de le signaler, l'éducation nationale était un bloc à part, déconnecté du reste de la société, déconnecté du reste du procès de production actuel, déconnecté du reste des ensembles de réformes conduites par le capital et l'Union européenne. Non, bien sûr que non. Donc en fait, on ne peut pas réformer ce truc-là tout seul. C'est la raison pour laquelle aussi, j'explique aussi mon départ de ce point de vue-là, parce qu'à côté de ça, j'ai une activité militante politique depuis de longue date, à laquelle j'essaie de me consacrer à l'heure actuelle désormais, parce que je ne crois pas à une refondation à l'heure actuelle, dans les conditions telles qu'elles sont actuellement, de l'éducation nationale, autrement que par une transformation et un bouleversement social et politique qui soit très profond et qui ne touche pas que l'éducation nationale. Sans quoi, c'est absolument impossible. Et au quotidien, à échelle individuelle, en tant que prof, au quotidien, à l'heure actuelle, c'est insupportable. Oui, alors d'ailleurs, on fait une vidéo sur l'enseignement. Je pense qu'on sera d'accord contre ce slogan qui est l'enseignement d'abord, l'accès. Non, c'est la lutte d'abord. Je crois que Mais oui, mais en luttant évidemment. qu'on y arrivera. Non, et puis justement, moi, je suis frappé parce que j'ai connu un petit peu cette génération de militants communistes en gros, avaient été ouvriers très tôt. Alors, on voyait ce qu'ils avaient raté, c'était peut-être le seuil où on a une orthographe impeccable. Enfin, on pouvait l'avoir justement. Mais par contre, une vista politique, enfin un pif à Oui, et comprendre puis comment lier les choses, et puis une vraie culture politique qu'ils avaient après. Alors justement, c'était un petit défaut. Alors à la fois, personne ne se tombait personne sur cette question, et en même temps, par contre, il y a toujours quelqu'un peut-être un prof justement qui passait par là, qui corrigeait le texte, et puis parce que personne ne se permettait non plus de laxiste. Il n'y avait pas l'idéologie du laxisme par rapport à l'orthographe. Donc ça. Mais de toute façon, dans la lutte, il trouvait la nécessité c'était un combat quotidien, quoi. Y compris même la lecture de l'UMA, même quand tu n'as pas le temps, même à l'usine, tu devais lire ton journal de classe, tu devais au moins lire l'édito, et puis tu as une obligation de te former, quoi. Alors, je pense effectivement que là, encore une fois, là, on peut voir qu'il y a une baisse de niveau. Encore une fois, ce que le gauchiste ne voit pas, c'est qu'il pense que le baisse de niveau, c'est une attaque vis-à-vis des élèves. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a une baisse du niveau volontaire organisée par la classe dominante. C'est quand même très différent. Ouais. Et je pense effectivement, sur le rapport à l'écriture, par exemple, on n'a évidemment pas le droit de retirer des points à une copie d'un élève qui a des fautes partout. Donc, en fait, ils ont quasiment tous des fautes et ils s'en foutent. Et comme je leur disais en début d'année, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous aspirez tous à des postes, évidemment, de manager, de technicien, machin, etc. Je leur dis, le seul endroit où on va tolérer, bon, pour combien de temps encore, mais en tout cas aujourd'hui, et j'essayais un peu de les motiver aussi, le seul endroit où on va tolérer que vous fassiez des fautes partout, que vous ne sachiez pas écrire, c'est ici, parce qu'à partir du moment où vous voulez diriger des hommes, machin, etc., le jour où vous allez faire un PowerPoint qui aura des fautes partout, etc., et que l'ouvrier qui a 50 ans, lui, saura écrire, eh ben, quelle crédibilité vous aurez? En fait, vous n'en aurez aucune. Bon, bref. Et pour revenir sur tout ce que tu as dit, je pense effectivement que là où il y a une grosse différence, c'est la lecture des textes déjà. C'est-à-dire que la lecture des textes dès la petite école. Là, moi, je vois bien là avec mes enfants, par exemple, regarde, avec mes enfants, bon, j'ai rien contre la maîtresse de mes enfants, je veux pas m'attirer plus d'ennuis que j'en ai déjà. Mais par exemple, on fait lire au plus grand qui a 9 ans les bibliothèques vertes, qui sont les anciennes éditions des bibliothèques vertes. Là.
et la maîtresse dit « Oh là là, ça c'est beaucoup trop difficile, tu ne peux pas lire ça ». Mais il les lit, ça se passe très bien, tu vois. Mais au lieu de dire « Ah oui, pourquoi pas », et on va dire « Non, c'est tout de suite, c'est trop difficile », tu vois. Et en fait, il y a une absence de lecture des textes, et à côté de ça, il y a aussi un retrait complet de l'apprentissage du par cœur. Même moi, et pourtant je pense que déjà j'ai été une génération sacrément sacrifiée, et pour être mon éditeur et mon correcteur, malheureusement, tu en fais les frais Oh, aussi. ben, j'espère que j'ai pas laissé de coquille, mais non, mais tout le monde a besoin d'être lu, hein, Mais, c'est normal. mais moi, je me souviens encore d'un peu d'apprentissage par cœur, ce que mes enfants n'ont quasiment plus du tout, et ce qui ne se fait plus du tout. Et alors, certainement pas au lycée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cet apprentissage des fables, il n'y a pas et qui en fait est un travail sur soi. On voit bien comment, tu vois, moi, j'articule un peu Non, mais l'apprentissage. attends, ça, c'est dans l'école primaire. Dans l'école primaire, il me semble pas qu'il y ait eu beaucoup de modifications. L'expérience que j'en ai, même de l'école primaire aujourd'hui, les retours que j'ai, c'est que ça continue. Les fables de La Fontaine, tout ça, ça continue. Alors, bah, ça dépend où. Après, je suis pas Ouais. spécialiste des réformes de l'école C'est sûr, de c'est sûr que l'école ça dépend. primaire. Non, non, mais Mais par contre, encore une fois, je pense que ça dépend où, mais il y a quand même eu une succession de réformes extrêmement importantes sur la méthode de lecture. Bon, ils sont un peu revenus dessus, notamment déjà. Et puis même sur les devoirs, par exemple. Officiellement, les devoirs sont interdits à la maison, par exemple, à l'école primaire. Officiellement. Après qu'il y ait des institutrices ou des instituteurs ouais, qui… ouais, c'est très officiel. Ouais. Il y a quand même eu une grosse modification à ce niveau-là. Mais tu vois, pour revenir sur ça, ça me paraît important parce que là aussi, c'est un biais dans lesquels tombent beaucoup d'élèves parce qu'en fait, ils n'en font plus l'expérience par des choses de qualité. Le fait qu'il n'y ait plus d'apprentissage par cœur, le fait qu'on détruise des exercices comme la dissertation, etc., étaient des lieux, enfin des lieux, pas au sens, encore une fois, spatial du terme, mais des moments d'expérience, je pense aussi, où, et pour l'avoir vécu aussi en prépa, par exemple, c'était des lieux un peu, on dirait, j'emploie volontairement ce terme pour faire la liaison avec ce que je veux, méditatifs. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on vend aux élèves sans cesse le fait de se retrouver soi-même, d'être déconnecté de leur téléphone, machin, etc. Mais en fait, justement, la lecture, l'apprentissage par cœur, le ressassement, être devant un sujet de dissertation pendant 6 heures, y réfléchir sans Ah, rien c'est avoir, ça, c'est un exercice, c'est double effet. la manière de se trouver soi-même, mais c'est justement pas l'expérience mystique, ouais, intérieure, oui, c'est C'est différent. ça. Et en fait, on les coupe de ça pour ensuite leur revendre des merdes qu'on voit affichées partout au bout de gondole de la Fnac, là. Et c'est dramatique parce qu'en fait, ils ne font plus ce travail sur eux-mêmes où finalement, bah, effectivement, il y a une angoisse d'être seul devant un sujet pendant 4 heures et de se dire, putain, bah, je suis tout seul, il va falloir que j'y réfléchisse, que je travaille sur moi, etc. Mais ça aussi, ça, c'est un apprentissage au sens fort. Et on le retrouve beaucoup aujourd'hui. Hein, notamment par le développement de YouTube, etc. Et des gens qui veulent tout de suite tout maintenant sans avoir besoin de réfléchir, de se poser, etc. Et en fait, c'est dramatique. Et là, effectivement, on a une grosse transformation. Et après, ce que je signalais dans la vidéo, je ne sais pas si c'est absolument juste. Là-dessus, je suis d'accord qu'on critique l'approche qui est la mienne. En tout cas, c'est encore une fois un constat plus empirique qu'autre chose. C'est en tout cas l'écart énorme. Plus que la Oui, oui, baisse. oui, tu disais ça, oui, oui, je me Il y a, il y a souviens. une- il y a certainement une baisse du niveau et je pense qu'il faut l'entendre. Mais il y a surtout un écart énorme. Non, C'est-à-dire mais en même qu'il temps, alors, moi, justement, à ça, j'avais une objection. Quand tu vois la qualité de la presse politique, surtout la Macronie, enfin, où c'est censé être l'élite de la nation, mais j'ai des problèmes, mais en termes de qualité humaine, quoi. Enfin, euh, bon, enfin, non, mais en tout cas, des écarts entre les élèves, c'est sûr c'est-à-dire qu'il n'y a plus de noyau médian, quoi, tu vois. Il y a pas l'élève moyen. En fait, dans la plupart des classes, tu ne retrouves plus un groupe, en tout cas dans les miennes, un groupe d'élèves moyens, quoi. C'est ça le truc, en fait, qui est alarmant. C'est que, en fait, ceux qui étaient un peu comment on pourrait dire, mais un peu celui qui s'en foutait ou qui était semi-déscolarisé, etc., et qui était à 5, 6, 7 de moyenne et qui ne se sortait pas à l'école, c'est devenu en fait ce qui traduit aussi un mal-être général plus important au sein justement de la société. C'est devenu en fait quasiment la norme. Et tu vas avoir quelques élèves au niveau médian et puis un ou deux élèves qui, eux, effectivement, bossent, ont le milieu familial qu'il faut, etc., et qui vont se retrouver entre 14 et 17 de moyenne, et puis voilà, ça va aller, quoi. Et en fait, il y a pas ce noyau médian. Et c'est ça qui est le plus inquiétant, je trouve. d'ailleurs, Et j'imagine en Charente, milieu plutôt populaire, bon, c'est ce que tu dis, les parents ont les parents qu'il faut, c'est-à-dire qu'ils doivent être profs, à peu près. Voilà, ouais, ouais, ouais. même pas, Oui, c'est pas la grande oui, bourgeoisie non plus, quoi, mais voilà. ou des cadres parfois de groupes assez importants dans la région, ce genre de choses qui permettent, si le capital culturel n'est pas dans la famille, il y a au moins les moyens, en tout cas, de payer des cours particuliers, etc., ce genre de choses, qui, à mon avis, aident bien.
Parce que ça aussi, hein, on voit bien que la Ouais, il y réforme. a tout un business là-dessus. Hein. J'en parle pas j'en parle pas dans ma vidéo. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on me fait plein de critiques sur ce que je fais, sur les choix que je produis, alors que je fais toujours des choix, y compris professionnels, qui sont intimement liés à mes convictions et à ce que je pense utile. Alors qu'en fait, le meilleur moyen que j'avais de me recycler à l'heure On actuelle, te c'est reproche de gagner ta vie, j'ai l'impression souvent. Hein. oui, oui, tout le temps. Et alors que le meilleur moyen que j'aurais eu, en plus, j'aurais eu beaucoup moins d'attaques, c'est de filer des cours particuliers. Et là, bon, il n'y aurait eu aucun problème, j'étais un type parfait, tu vois. Sauf qu'en fait, bon, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais il y a plein de raisons pour lesquelles je m'y refuse, alors même que j'ai donné beaucoup de cours particuliers quand j'étais en région parisienne avant d'enseigner à l'éducation nationale. Mais il y a tout un business, effectivement, du cours particulier. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, à l'heure actuelle, ce qui fait la différence, c'est la capacité qu'on va avoir de payer ou non aux étudiants des cours particuliers. On a vu que Xi Jinping en Chine, j'ai vu, souhaite interdire les cours particuliers parce que justement, il y a toute une Ouais. classe favorisée. Bon, eh bien, J'ai une anecdote magnifique sur les Chinois. C'est des Chinois qui maintenant font leurs études, par exemple, aux États-Unis. Et on leur donne une feuille où ils sont censés juger leurs professeurs. Mais alors, dans la culture chinoise, c'est censé juger ton professeur. mais, On revient sur tout le confucianisme, et c'est mais, impossible. Mais, et en même temps, bon, bah, après, il faut quand même comparer. Quoi. C'est ce côté un peu jobard, où en fait, on les juge même comme un consommateur aux États-Unis, comme si c'était un produit. Et ça perturbe complètement l'enseignement, parce qu'après, ça veut dire que le prof est censé leur donner des choses qui vont répondre à leur plan de carrière. Donc, cette neutralité souhaitable désirable de l'enseignement est complètement perturbée. Et justement, c'est drôle de voir à quel point sur ces Chinois, ça leur va pas du tout. Et c'est bien pour ça qu'ils gardent un système en grande partie socialiste. Donc, Mais là, mais tu vois, on y vient. Il y a dans les réformes aussi cette idée, effectivement. Alors, déjà, il y a l'auto-évaluation de l'élève qui est permanente et qui, là aussi, correspond énormément à la manière qu'on a eue de détourner complètement l'idée de hiérarchie au sein de l'entreprise où, tu sais, il faut que l'employé s'auto-évalue lui-même, etc. Enfin, moi, cette énorme escroquerie qui laisse penser qu'effectivement, il n'y aurait plus de hiérarchie et que donc, il n'y aurait plus de cas de domination. Bon, bref, et on prépare l'élève. En fait, moi, comme je disais, l'école devrait préparer à la responsabilité économique. Au lieu de ça, en fait, elle prépare évidemment à la soumission des puissances économiques. C'est complètement autre chose. Et là, il y a complètement cet investissement-là, aussi par l'évaluation par compétences, etc., ce genre de choses. Hein, tu sais, c'est la phase de Franck Lepage que je disais souvent à mes élèves. Dans l'évaluation des compétences pour les gamins, il n'y a jamais dedans est capable de désobéir à une puissance illégitime ou à une autorité illégitime. Ça, si ton gamin, il est capable, à un ce moment fameux donné, test de. J'ai un trou, mais ce fameux test-là. 1000 grammes. Ouais, de milligrammes de soumission d'autorité, quoi. Ouais, tu vois, mais ça, bizarrement, quand il est en capacité de résister à une autorité légitime, ça ne fait pas du tout partie des compétences sur lesquelles on les évalue. Hein. Bon, bref. Je me suis un petit peu égaré dans mes trucs. Mais oui, du coup, il y a cette idée de on va évaluer les profs. Et d'ailleurs, j'ai un collègue, enfin ancien collègue et ami qui d'ailleurs était mon ancien prof de philo que je salue, dont je suis très proche, qui avait cette boutade et qui disait si j'avais su, j'aurais passé le concours pour devenir élève. Il disait tout le temps ça parce qu'en fait, il se rendait compte que ça te fait chier avoir passé autant d'années à passer l'agrégation pour C'est très drôle. finalement avoir tout le temps tort face à l'élève et aux parents d'élèves était catastrophique. Mais moi, tu vois, par exemple, ma première année d'enseignement, un autre des problèmes dont je fais état dans la vidéo, d'ailleurs, c'est le problème de la triche, du plagiat, etc. Première année d'enseignement, je donne encore des devoirs maison, donc des dissertations à faire à la maison, ce qui, pour des tas de raisons sur lesquelles j'avance pas, est en réalité beaucoup plus pratique. Après, j'ai arrêté à cause de justement ces problèmes de tricherie, ce qui du coup pénalisait en fait les élèves et ceux qui voulaient travailler. Bon. Et du coup, je me retrouve effectivement avec plusieurs plagiats mot à mot, mais tu vois, je leur avais proposé un premier sujet à la rentrée qui est un sujet qui rentre pas dans les clous d'ailleurs académiques parce qu'il n'y a pas les notions au programme, mais bon, bref, c'était en gros pour être sage, faut-il tout savoir? Tu vas les faire réfléchir en fait sur le rapport du savoir, la croyance et l'action, etc. Est-ce qu'un sage, c'est quelqu'un est-ce que le philosophe, du coup, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses ou est-ce que c'est quelqu'un qui remet en question? Bon, bref. Et les élèves, du coup, m'avaient plagié un truc spiritualiste à 2 balles parce qu'ils avaient cherché sagesse, tu vois. Et ils étaient tombés sur sagesse orientale et tout. Donc, en plus, ça n'avait rien à voir, quoi. Bon, et alors là-dessus, je dis pas parce qu'effectivement, on va avoir beaucoup de commentaires de gens qui seront susceptibles de dire que c'est que j'étais un mauvais enseignant. Bon, bref, s'ils veulent. J'étais effectivement, en tout cas, agacé. Et ben, ces copies-là, considérant que c'était du plagiat, je leur ai mis 0.
en leur laissant la possibilité, effectivement, de me refaire un devoir s'ils le souhaitaient, mais je leur ai mis 0. Un scandale du fait que je mette 0, t'imagines même pas. Ça s'est passé de la manière suivante, et la fin est très intéressante. Je mets 0 à 2 de ces élèves, et notamment une élève, que là aussi je salue, contre laquelle je n'ai rien, au contraire, j'en garde même un très bon souvenir. Et du coup, la CPE m'explique que bah, je ne peux pas mettre 0 quand même, que c'est compliqué, que bref, elle a 10 000 excuses, et puis en plus, rends-toi compte, l'élève dans son bureau avait pleuré. Donc bah, là, j'étais perdu d'avance parce qu'elle avait pleuré, donc c'est terminé. À partir du moment où l'élève pleure, tu sais que c'est terminé pour toi. Il n'y a pas de souci, tu as forcément tort. Hein. Bon, bref. Et moi, je maintiens mon 0. Bon, tu me connais, hein. C'est pas le maintenir un 0 qui allait m'inquiéter au regard de tout ce que je peux faire. Donc, je maintiens mon 0. Et puis finalement, je suis convoqué chez la proviseure adjointe. Tu vois, c'est moi qui ai dû rendre des comptes. C'est un sketch. Hein. Je suis convoqué chez la proviseure adjointe qui m'explique que quand même, ce 0, je devrais peut-être revenir dessus. Le problème, c'est qu'en fait, la seule personne que les gens comprennent bien, parce que ça va devenir de moins en moins vrai avec la réforme, justement. La seule personne qui était à la limite en droit de revenir sur ma notation, c'était l'inspectrice. La seule. Ouais, L'inspectrice, d'accord. l'inspectrice m'avait donné raison. Donc, je l'avais appelée, l'inspectrice m'avait dit, ben non, vous avez raison. Et d'ailleurs, mon inspectrice n'est pas une fiefée réactionnaire, bien au contraire. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais vraiment bien au contraire. Et elle m'avait donné raison. Et donc, là se met en place tout un système de pression avec le proviseur, la proviseure adjointe, la CPE, etc. Et tout le monde, la CPE que le même collègue qui aurait peut-être dû faire humoriste d'ailleurs, appelé l'avocat de la défonce, parce qu'en fait, elle était tout le temps en train de défendre les jeunes qui étaient en train de se droguer comme si c'était une finalité D'accord, oui. droguer. Bon, bref, c'était très drôle. Bon, j'espère ne pas lui faire de tort en disant ça, mais bon, c'était très drôle. Euh, C'est le... anonyme, hein, ça reste anonyme. et, et, C'est une fiction qui n'a rien à voir, les personnages. et bref, Rien du à coup, voir avec la réalité. et qu'est-ce qui se passe? Les parents, du coup, demandent des rendez-vous, m'envoient des messages. Ah oui, puis il y a ça aussi qui est insupportable, hein, que les gens ne s'en rendent pas compte. C'est qu'on a une messagerie professionnelle, on a une messagerie pronote. Les parents, les élèves peuvent, en dehors du cadre de vos heures de travail, vous contacter n'importe quand et vous devez vous tenir disponible, etc. Chose à laquelle je me suis toujours refusé. Alors, bon, je répondais quand il fallait, quand c'était urgent ou quoi, mais voilà, le reste du temps. En fait, tu as une double activité permanente où les collègues, le Oui. proviseur, toutes les infos passent comme ça. C'est pareil, ton casier ne sert plus à rien parce que toutes les infos passent par ce biais-là. Bon, bref. Et du coup, je commence à recevoir des mails de parents injurieux parce que j'avais mis 0 et d'utile et vraiment insultant, tu vois. On voit comment s'enchaînent les dynamiques. Hein. C'est le hasard de tout ça veut qu'on soit au 1 an, au moment où on enregistre. Demain, ce sera les 1 an, malheureusement, de Ah, d'accord. la Ouais. mort de Samuel Paty. Mais on voit comment toutes ces logiques-là se mettent en place. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, aucun des collègues ne vous vienne en aide. Tout le monde s'en lave les mains. Tout le monde dit ah ouais, c'est pas normal, mais on s'en fout. Alors que l'inspection vous a donné raison, les CPE, le proviseur adjoint, etc., vous tombent dessus, les parents d'élèves vous tombent dessus, vous recevez des mails que personne ne peut constater puisque c'est votre messagerie professionnelle, individuelle, quand vous êtes chez vous. Et là, les parents commencent à me dire, ouais, c'est quoi ce racisme? Pas du tout un racisme, problème de couleur. Hein. C'est quoi? C'est parce que nous, ses parents, on n'a pas le bac, etc. Toi, ils disent ça, moi, mes parents n'ont pas le bac, mes grands-parents n'ont pas le bac. Et il n'en savait rien. Et donc, je commence à me faire insulter, injurer comme ça par message, etc. Ils envoient des lettres recommandées au proviseur en lui disant que je refuse de modifier ça, etc. Et ça dure comme ça pendant 7 semaines de cauchemar. Tu vois. Et moi, je maintiens 0. Au bout d'un moment, ça se tasse, tu vois. À la fin de l'année, l'élève en question m'envoie un message, me dit je sais ce qui s'est passé malgré tout, etc. Mais j'ai passé une super année, j'ai appris énormément de choses et finalement ça m'a aidé, etc. J'ai mieux compris. Vous étiez un des rares profs au moins à nous dire la vérité et à nous tenir compte. Voilà. Mais il a fallu que moi, pendant 7 semaines, je bataille comme ça, tu vois, pour lui faire entendre raison et que c'était pas comme ça qu'elle allait pouvoir faire quelque chose, tu vois. Mais c'est malheureux. C'est magnifique parce que je trouve que ça illustre très bien ce que m'avait dit une auteure que j'avais publiée qui s'appelle Edith Fuchs, une fois n'est pas coutume, pas marxiste, mais kantienne, c'est une grande kantienne. Et elle m'avait dit, moi, en tant que professeur, j'avais dit aux parents d'élèves, vous n'êtes pas des parents d'élèves, vous êtes des parents d'enfants. Votre relation en tant que parent, c'est intéressant. Bah, elle était philosophe, elle interrogeait les mots de la tribu. Ouais. Oui, tu es parent d'un enfant. Ton rapport, c'est un rapport de parent-enfant. Donc, le rapport à l'élève, bah, il ne peut être créé que parce qu'il y a un rapport au professeur.
Mais oui. Donc ce que tu illustres très bien, c'est que bon, bah, cet enfant, protégé par ses parents, pour X raisons, avec X malentendus, bah, il se retrouve que c'est ton élève à toi, dans un Mais cas. oui, voilà, exactement. Et que moi, tout ce que j'ai fait dans toute la dynamique de l'année, ça a été lui faire reprendre confiance et lui faire comprendre qu'en fait, si elle continuait, si j'avais rien dit, elle aurait plagié. Et ce que je lui ai toujours dit, c'est qu'il y a un moment donné où ça aurait bloqué dans le supérieur, hein, et dans le supérieur, on n'aurait rien eu à foutre. Et là, au contraire, ils ont commencé à comprendre l'enjeu de tout ça. Et toi, il y a une grosse confusion affective aussi. Tu fais bien de noter ça. C'est une très bonne remarque, effectivement. Et c'est vrai que c'est des parents d'enfants. Et de la même manière que les élèves, parfois, me disaient, quand il y avait des petits conflits ou quoi, comme peut y en avoir, c'était pas méchant. Mais ils disaient, ouais, mais de toute façon, vous nous aimez pas. Et je leur disais toujours, bah non, en fait, vous n'êtes pas mes enfants, je suis pas là pour vous Tu aimer, en fait. ne les aimes ni ne les détestes, c'est pas. Non, mais voilà, c'est ça, c'est pas le rapport que j'ai envie de construire avec vous. Mais malheureusement, il y a beaucoup de profs aussi aujourd'hui qui entretiennent la confusion, notamment des profs. Je préciserai pas quel type de prof, qui n'ont pas forcément d'enfants, etc. Et qui, du coup, louent des rapports avec les élèves. Moi, Non, tu mais vois, c'est clair que tu décris un système, il ne s'agit pas de telle ou telle personne. mais voilà, et où en fait on entre dans des rapports affectifs particuliers avec les élèves. Moi, je m'entendais bien avec les élèves. Il y a certains élèves avec lesquels, effectivement, j'ai même été en fin d'année invité dans une sorte de soirée, etc. Mais j'ai toujours maintenu un minimum la position de Ouais, professeur qui est la dans ce mienne. cas-là, oui, il faut le faire, bien sûr. Voilà, et il ne s'agit pas, bientôt, on est des copains-copines. Et puis quand on est copains-copines, bah, finalement, après, on ne comprend pas pourquoi l'élève agit avec moi un jour où ça se passe mal, comme avec un copain. Mais ça n'a rien d'étonnant, en fait. Tu vois. Ça fait partie de l'enseignement de se mettre en capacité d'apprendre, donc d'être un élève. Et ça n'est pas donné, justement. Bah oui. Contrairement à ces droits absolus, mais qui sont donnés justement à l'enfant. J'aimais bien d'ailleurs la citation de ton collègue qui disait j'aurais dû faire des études pour devenir élève. Mais en plus, cette conception même de l'élève, elle est purement donnée, elle n'est même pas construite. Alors que souvent, c'est une construction d'arriver à Parce que forcément, c'est dans la subjectivité avec le prof. Ça implique qu'on respecte le prof. Mais Bah bon, oui. c'est comme ça. Mais ben, écoute, là, je crois qu'on s'approche de l'heure. Est-ce qu'on a, voilà, bah, peut-être on peut dire des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais, sur lesquelles tu aimerais revenir par rapport à toutes ces questions? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de dire par rapport à ça, d'expériences plus ou moins complexes, hein, et puis Non, l'éducation. mais alors, il y a un point là, effectivement, sur lequel tu reviens, et je pense qu'il est important aussi, c'est que on a, euh, on a énormément décrédibilisé la figure du professeur. Alors, encore une fois, ce n'est pas uniquement une mainmise volontaire. Il y a encore une fois, on parlait tout à l'heure de la dialectique des métiers, etc. Il y a le fait, effectivement, que voilà, aujourd'hui, ce qui est survalorisé, ce n'est pas l'enseignant, malgré toutes les difficultés. Et je pense que là, on a un vrai problème. Et tant que on n'aura pas refait de l'enseignant, et tant que l'enseignant eux-mêmes n'auront pas refait de cette figure-là une figure importante. Regarde, tu vois, dans ma vidéo, je dis quelque chose qui, effectivement, va me valoir encore beaucoup d'attaques, mais j'en ai rien à foutre parce qu'en fait, comme disait Rousseau, hein, tu sais à quel point j'admire Rousseau, pas de fausse modestie, en fait. Je m'en fous, je sais mes limites, je sais mes incompétences, et il y en a beaucoup, elles sont très importantes. Je sais qu'il y a un plus grand nombre de domaines dans lesquels je suis extrêmement incompétent et d'autres non. Une chose qui est sûre, en tout cas, c'est que j'ai une capacité à l'oral à développer un propos et à m'y tenir et de manière cohérente et efficace sans avoir besoin de lire de notes à longueur de temps, etc. Ça, oui, et de manière longue. Et je pense qu'avec un peu d'honnêteté, rien que par le biais de mes vidéos, etc., on peut le constater. Point barre. Bon. Et donc, j'ai toujours C'est parce fait. que tu as beaucoup lu. C'est Oui, une non, mais dialectique voilà. entre l'expression et la lecture. Voilà, et tu vois, les élèves disaient toujours, ah, mais monsieur, vous improvisez tout le temps votre cours. Et je leur disais, oui, mais l'improvisation, ça ne s'improvise pas, en fait. Ça nécessite un travail dont vous ne mesurez pas la quantité. C'est qu'en fait, je fais ça toute ma vie, tous mes week-ends, toutes mes vacances, pas uniquement pour les cours, qu'on soit bien d'accord, mais comme tu le sais, voilà, j'écris des bouquins. Écrire un bouquin, c'est long, c'est du travail, c'est du cheminement. Et donc, évidemment, entre ce travail d'écriture de livres et ce que j'ai à leur transmettre à leur niveau en terminale, bah, évidemment que ça ne me demande pas de lire des notes à longueur de temps. Bon, bref. Et donc, du coup, tout ça pour dire que pour moi, c'était aussi un moyen d'asseoir effectivement ma crédibilité. C'est-à-dire que si j'étais arrivé, que je m'étais assis, j'avais tenu ma petite feuille, que j'avais lu comme ça, et que de temps en temps j'avais dit ah, un tel, tais-toi, qu'en plus du coup, comme je dis, il n'y a plus d'estrade, 37 élèves, vous ne voyez pas les élèves au fond, ben, en fait, ça devient très compliqué. Donc, encore une fois, je veux pas, je vais élargir, hein. Je veux pas réduire ça à dire c'est la responsabilité des professeurs. C'est une responsabilité bien plus large, le fait que la figure de l'enseignant soit cassée. Mais je pense que beaucoup trop de professeurs aussi se mettent eux-mêmes des bâtons dans les roues. Encore une fois, j'ai aucun problème à dire que j'ai jamais eu de problème de bordélisation, comme on dit dans le langage des collègues, au sein de mes classes, et que j'ai toujours essayé de faire en sorte, effectivement, de maintenir tout ça. C'est-à-dire que quand vous arrivez, que vous vous tenez droit, que vous vous déplacez dans la classe
C'est-à-dire que vous ne laissez pas des zones de non-droit, j'ai envie de dire, au sein de la classe, etc., pour les élèves, et que les élèves voient en fait que vous êtes en capacité d'articuler un propos sans être le nez dans votre feuille, et que vous êtes prêt à répercuter n'importe lesquelles de leurs remarques, et de rebondir dessus, et de les emmener sur autre chose, et de leur parler d'histoire, de leur parler de science, etc., ben, d'un seul coup, malgré tout, même ceux qui ne sont pas forcément intéressés au départ se disent ah ouais, putain, c'est quand même pas con ce qu'il dit, c'est un minimum intéressant. Bon, au moins, je vais pas faire le malin. Je vais pas essayer juste de lui rentrer dedans par principe. Parce que, et ça, c'était très bien. En chaque début d'année, vous avez toujours des élèves qui commencent à vous dire ouais, la philo, c'est relativiste, ouais, vous notez à la tête, ouais, c'est pas objectif, machin, etc. Mais en fait, moi, j'attendais que ça. Et simplement, bah, quand les élèves voient qu'ils ont des répondants, et moi, beaucoup d'élèves m'ont dit, hein, encore une fois, il y a des élèves avec lesquels je parlais beaucoup. Et beaucoup d'élèves m'ont dit, mais en fait, ce qui nous manque, c'est qu'il y a certains de vos collègues, donc les miens, qui ont l'impression qu'on les agresse, etc. Alors qu'en fait, on fait que poser les questions. Et comme ils ne savent pas comment répondre, au lieu de ne pas répondre ou d'essayer d'articuler quelque chose, ben, ils se sentent désemparés et donc ils ont l'impression qu'on les agresse. Et de la même manière que moi, combien de fois j'ai dit à des élèves, ben, j'en sais rien. Et en fait, les élèves étaient choqués. Ils me posaient une question, je leur disais, mais j'en sais rien en fait. Et je leur disais, mais en fait, voilà, je ne peux pas tout savoir, j'en sais rien. Et je leur ai dit, quand je sais, enfin, quand je pense en tout cas pouvoir proposer une argumentation, une démonstration sur quelque chose, ben, je vous le fais, je vous invite à ce qu'on y réfléchisse. Mais là, j'en sais rien, ben, c'est pas grave en fait. Et même ça, en fait, ils en étaient contents, tu vois. Et je pense que là-dessus, Il effectivement, y, les a- il y profs. a- il y en a un autre qui disait, je sais que je ne sais rien, hein, a priori. Ouais, voilà. Et je pense que là-dessus, beaucoup de profs ont beaucoup à faire aussi parce qu'on sait à quel point. Enfin, moi, je sais bien aussi que quand dans l'enseignement, il y a très peu de profs qui m'ont marqué. Et ceux qui m'ont marqué, c'est parce qu'ils avaient cette capacité justement à être présent avec l'élève et pas être présent avec le cahier, etc. Et encore une fois, je ne dis pas en faculté et tout, c'est parfois différent parce qu'on n'a pas le même public. Il faut tenir un propos quand même plus dense, etc. Donc, moi aussi, effectivement, quand j'interviens, si je dois intervenir à l'université, si je dois intervenir dans certaines conférences, bien sûr que j'ai des notes parce que ça va y avoir des trucs particuliers, etc. Mais là, avec les élèves, c'est très différent. Et tu vois, il y a un autre point. Deleuze disait très bien qu'il y avait une grosse différence aussi entre une conférence et un cours. Et là-dessus, il a raison. Et c'est pour ça que le cours est intéressant. C'est que le cours, bah, c'est pas grave si tu peux y aller entre guillemets un peu au feeling, encore une fois avec tout le travail que ce feeling nécessite, parce qu'en fait la fois d'après tu peux te reprendre, tu peux te corriger, tu peux revenir. En conférence, tu n'as pas le droit. Donc du coup, effectivement, il faut un cadre, il faut des notes, etc. Il faut y revenir. Tu peux pas te dire, bah, c'est pas grave, j'ai encore les élèves pendant 3 heures dans la semaine, s'il y a une correction, j'y reviendrai. C'est pas du tout le même enjeu. Et du coup, ça, c'est un drôle dommageable. Je termine sur un point, mais à côté de ça, effectivement, la figure de l'enseignant de manière générale dans la société, ben, elle est extrêmement décrédibilisée et elle est aussi décrédibilisée, qu'on le veuille ou non, par le salaire des enseignants, parce qu'on sait aussi que ça compte, d'accord. Si un enseignant, c'était un type qui, dans la société, était à 4000 balles net et dont on pouvait se dire, ah, c'est une bonne situation, eh bien, ce serait revalorisé de fait. Alors, on peut considérer que c'est malheureux ou non, mais effectivement, qu'aujourd'hui, un type dont on se dit, ouais, il fait des études, on ne sait pas trop à quoi ça sert, il coûte cher, et puis finalement, il arrive, il est à 1400 balles, tout le monde s'en fout, en fait. Oui, c'est vrai, encore un autre. Écoute, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément donné des leçons à telle ou telle personne, parce que c'est Non. un problème qui touche tout le monde, l'éducation, parce que tout le monde y est passé par là, ou a des enfants, enfin, on n'a pas fini d'en parler, mais pour une fois, je trouve qu'on en a parlé de manière un petit peu plus marxiste, si j'ose dire. Voilà, on prend les choses quand même dans leur globalité, et j'espère que ça peut faire avancer le- les choses. Voilà. Mais Non, mais merci. encore une fois, c'est ça, c'est des grandes logiques. C'est ça qu'il faut comprendre parce que là, certaines personnes ne veulent pas comprendre ça et ont l'impression qu'on attaque des individus. Moi, je pense que déjà, c'est pas de la responsabilité des élèves. Il y a beaucoup de responsabilités du côté des parents d'enfants et il y a une responsabilité du côté du corps enseignant. Et encore une fois, moi, je ne suis pas pur moralement loin de là. J'ai sans doute fait énormément d'erreurs. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et je suis pas en train de donner des leçons. Je suis, encore une fois, je ne suis pas venu dire, bah voilà comment il faut enseigner, j'en sais rien, il y a des gens qui enseignent 1000 fois mieux que moi, de très loin, c'est une évidence. Simplement, ce qu'on essaie de poser, effectivement, c'est le cadre qui essaie de faire comprendre les raisons pour lesquelles, à l'heure actuelle, l'enseignement devient très difficile et de faire comprendre aussi, justement, principalement aux parents, que les raisons pour lesquelles leurs enfants, parfois, sont pris dans des étaux et ont des difficultés ne sont pas uniquement liées aux enseignants, mais sont bien liées à des logiques qui dépassent le corps enseignant, des logiques politiques, des logiques économiques, et que tant qu'il n'y aura pas une transformation plus profonde de toutes ces logiques-là, eh bien, c'est un peu vain de croire qu'effectivement, le seul responsable, c'est l'enseignant de tel établissement qui n'a pas fait correctement, etc. Ça, non, c'est Oui, qui faux. n'a pas fait le sacré poète disparu, comme tu dis. Voilà. Voilà, Bah, écoute, merci beaucoup, Loïc, hein, et puis on continue le débat dans une prochaine vidéo. Et ça merci à marche. tous. Merci, Amric. Au revoir.